Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff FR. Et je me suis pas trompé, j'ai pas dit l'ancien site, hein, vous avez vu, c'est brillant. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer les finales de conférence NFC et AFC, puisque oui, maintenant nous connaissons l'affiche du 59e Super Bowl qui opposera donc, on va vous spoiler tout de suite, les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. En même temps, Oh si non, j'ai spoiler. si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissiez pas l'affiche du Super Bowl, bon, mais bon, on peut tout imaginer. Avec moi pour parler de cette victoire des Eagles et de cette victoire des Chiefs de Kansas City, mon Seb. Salut Seb, comment tu vas ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien, comme tu l'as joliment dit, en effet, j'ai l'habitude de dire que c'est la dernière ligne droite. Là, c'est vraiment le dernier virage. On connaît nos finalistes, on sait qui sera opposé dans le choc de ce nouveau Super Bowl. On va un petit peu parler de comment on en est arrivé là. Avec nous aussi quelqu'un qui est très concerné par le Super Bowl, au moins dans ces 20 prochaines années. Mon Yaya, salut Yaya, comment ça va ? Mais écoute, ça va très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. T'as vu Malik Nabers c'est au Pro Bowl, t'as vu ça ? Oui, très bien, Ouais, très bien, c'est très bien. bien, très bien, très bien. Moi, j'en profite juste pour faire un coucou à Kevin, qui a un restaurant qui a ouvert sur Limoges, qui s'appelle Papa Beers, où je suis allé déjeuner ce samedi, et c'était très bien. Et je crois même qu'il va préparer une soirée Super Bowl. Donc, j'invite tous les Limougeaux à aller tester son restaurant qui se trouve juste à Place d'Aisne. Voilà, très bien. C'était la petite minute pub, mais on salue ce restaurant. Et si c'est vous voulez... surtout un fidèle auditeur. Eh ben, on le salue encore plus. Et si vous voulez nous retrouver, si vous êtes du côté de Paris, avec Charles, avec Raph, avec Waïk, avec Mathieu, on sera au Grand Rex de Paris pour la soirée Super Bowl organisée par l'agence Comeover, qu'on remercie une nouvelle fois de nous avoir donné des places pour vous faire gagner hier pendant le live. Mon Vince, t'étais là pendant le live hier ? Coucou, comment ça va ? Bonjour Flav, écoute, ça va assez fatigué quand même après le live. C'est Waïk, ça qui t'a crevé. Oui, Waïk m'a très fatigué. Par contre, je reviens sur ce que tu as dit, ne pas se tromper et utiliser des anciens noms pour les équipes, surtout. Je déteste ceux qui font ça. Oui, c'est Commanders. Bon, ils sont éliminés maintenant, donc t'en parleras que... Oui, parce qu'on rappelle que pendant le live, Vince nous a sorti c'est 6 fois, je crois, le nom de Redskins pendant tout le live. Au bout d'un moment, notre cher informaticien a décidé de mettre un compteur Redskins, donc voilà, bon, je le prends bien. Vincent, sache que d'une part, ça arrive à des gens très bien, et que moi-même, je connais des commentateurs de très haute volée. C'est vrai. Les Chargers étaient à San Diego, d'accord ? Donc voilà. En parlant de choses à ne pas dire, si vous prenez la saison 2024 et peut-être même le foot américain directement dans ce podcast de fin janvier, mon cher Seb rappelle la formule qu'il ne faut absolument pas dire pour le Super Bowl sous peine de punition physique. Hein. De châtiment corporel très très grave. Ne dites pas. Juste avant, Seb, je suis désolé, mais tu vois ce que Flav te fait faire. Il va te le faire dire. Il va me le faire dire. Je sais, mais j'ai conscience du paradoxe et de la rupture d'espace-temps là que je vais provoquer. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, s'il vous plaît, pour votre propre sécurité et pour ma santé mentale, ne dites pas, n'écrivez pas, ne pensez pas, ne murmurez pas. Finale du Super Bowl. Ce terme est impossible, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de sport qui s'appelle le Super Bowl. On dit le Super Bowl ou la finale du championnat NFL. Voilà. Finale NFL, vous avez le droit, ou le Super Bowl, l'un des deux, mais pas les deux ensemble. Voilà. Mais nos auditeurs le savent déjà. Et mais pas forcément. Il y en a qui nous découvrent. Sinon, ils peuvent aller ailleurs. Non, il faut pas dire ça. Il faut accueillir les gens. Il faut accueillir les nouveaux auditeurs et les néophytes en matière de foot comme étant nos frères et nos sœurs, et leur offrir cet accueil chaleureux, accompagné néanmoins de ce petit avertissement. C'est vrai que des médias mainstream français utilisent malheureusement ce terme. Hein. On l'a vu l'année dernière. Oui, alors tu sais que les médias dits mainstream, quand il y a un troisième, ils disent le second. Donc, ils ne savent pas parler français. Donc, voilà, encore plus des termes anglo-saxons, ils comprennent encore moins. Donc, voilà. Du calme, Yaya, tu te fais du mal, tu te calmes.
Tu commences mais à non, mais brouiller. j'en ai marre. Ils font des grandes études et ils font rien. Ils font rien. Bon, tout le monde n'a pas fait de grandes études. Je pourrais t'en présenter bah, quelques-uns. Bref, Bon, c'est un débat pour un autre jour. Ah oui, oui. Je veux des noms. Monsieur t'en auras en meilleure antenne. Alors, les amis, on commence par cette finale de conférence NFC entre les Commanders de Washington, et non pas les Redskins, donc, et les Eagles de Philadelphie. Un score, comment dirons-nous, explosif, 55-23 pour les Eagles, mon cher Seb. Alors, ça s'est très vite bien goupillé, notamment grâce à un Saquon Barkley intenable. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Hein. Moi, j'ai vu les deux matchs en différé pour cause d'emploi du temps. Et ce premier match, j'ai commencé à le regarder en direct. Je suis parti un petit peu avant la mi-temps et je me disais, bon, pas pire, hein, voilà. Nos amis de Washington, ok, ils ont un peu de mal, mais ils sont accrocheurs. Et quelle ne fut ma surprise lorsque j'ai vu le score ce matin, quand je me suis rendu sur theplayoffs.fr, plutôt .news/fr, plus exactement. Et je me suis demandé, mais que s'est-il passé? Eh bien, ce qu'il s'est passé, évidemment, ça a été... entre autres, l'ouragan Saquon Barkley qui est passé sur les Commanders de Washington en frappant très très fort. Alors, dans la chronologie du match, il y a un premier drive de Washington qui est frustrant, mais qui est assez chouette à suivre. Hein. 19 jeux, 54 yards, 2 quatrième down convertis, mais ils repartent seulement avec 3 points. Donc, on peut se dire, ok, bel effort, mais il manque quelque chose. Et derrière, dès la première touche de balle de Barkley, 60 yards, plein gaz, il marche sur la défense et il va au bout. Et là, tu te dis, mon Dieu, mais en face, ils ont sué 100 et haut pour rapporter 3 points. Et là, juste comme ça, il y en a 7 au bout du fil. Et ça a été un petit peu la storyline, le scénario de ce match pour les Commanders. Les Commanders, ils ont fait beaucoup trop d'erreurs qu'ils ne pouvaient pas se permettre à ce niveau-là. Il y a eu des pertes de balles. C'est les fumbles qui leur coûtent très très cher. Il y a celui de Diami Brown dans le premier quart-temps, Jeremy McNichols sur un kick-off, Austin Eckler dans le troisième quart-temps, l'interception de Daniels dans le quatrième parce qu'il essaie de sauver les meubles. Non, malheureusement, ils ont été dépassés sur certains points. On l'avait dit lors de la preview, l'effectif de Philadelphie est beaucoup plus complet et de bien meilleure qualité. Ça n'enlève absolument rien au mérite des Commanders qui se sont quand même hissés à cette finale de conférence alors que personne ne les voyait à ce niveau. Le résultat, il était attendu. Par contre, la correction, le score final est sévère. Oui, justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que le score final, finalement, il paraît un peu lourd pour les Commanders qui... Quand on y repense, au milieu du troisième quart-temps, voire même vers la fin du troisième quart, était mené d'une dizaine de points, 10 ou 11 points. Ça a très vite déroulé sur la fin parce que forcément, ils ont forcé aussi quelques jeux du fait de l'écart qui avait remonté. Hein. De toute façon, qu'ils perdent de 30 ou de 10 points, ça ne changera pas grand-chose pour la trame de la saison. Est-ce que finalement, ce score, il n'est pas quand même un peu sévère pour les Commanders ? Complètement. En soccer, on dirait qu'il ne reflète pas la physionomie du match parce que même si c'était si précis loin, je trouve que 20 et quelques points, ça fait un peu cher. Même 30, hein, 32. Oui, c'est ça, 32, ouais. 32 points. Ouais. Même, tu vois, ils auraient fini à 10 points, c'était largement l'écart du match. Après, ils ont eu du mal, tu l'as dit, en tout début de match, mais quand il a fallu accélérer, Philadelphie était au-dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment forcé à la fin et c'est Washington qui ouvre les portes du saloon? C'est dur, mais c'est une équipe qu'on a envie de revoir, Washington. Et c'est une équipe qui est là, pas par hasard, mais face à une équipe qui est habituée de ses joutes. Et donc malgré tout, c'est cohérent. On sent le bonheur dans la voix d'Yaya. De toute façon, on sait. Tu veux vraiment que je parle je l'ai déclenché. Voilà.
Alors, écoute, moi, je vais te dire, Philadelphie, il n'y a qu'un seul joueur que je supporte dans cette équipe. Le reste, pas du tout. Et il a fait un match exceptionnel, une fois de plus. Donc, Saquon Barkley, voilà, c'est la classe. Après, cet écart, faut pas chercher. 4 turnovers, 28 points. Chacune des pertes de balles, elle a amené un touchdown derrière. Donc, l'écart, il est là. L'écart, il est là. Et c'est vraiment sur les erreurs commises par Washington que le match se joue. Alors, c'est facile de dire ça, mais sans ces scories, on aurait sans doute quelque chose de beaucoup plus serré. Mais il y a aussi, il y a cette différence, c'est que les Eagles en face, ils n'ont pas fait d'erreur. Qu'est-ce qui a manqué, Vince, aux Commanders pour pouvoir réussir à performer un peu mieux? Un tight end peut-être? De l'expérience. Ça, ils en avaient au poste de tight end pour le coup. Oui, mais il ne faut pas oublier que cette équipe est jeune, elle se construit, elle apprend à se découvrir. Ils sont arrivés déjà à un endroit où ils n'étaient pas prévus d'aller en début de saison. Donc, c'est déjà une réussite pour eux. Il ne faut pas l'oublier. Après, effectivement, comme l'a dit Sébastien, la fébrilité de l'expérience, le manque d'expérience entraîne justement ça, ces pertes de balles un peu dommageables, parce que en plus de ça, c'est facile à dire que c'est des pertes de balles évitables, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont assez dérangeantes à ce niveau, parce que il n'y avait pas tant de pression que ça, par exemple sur certaines actions. Et bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, moi je trouve qu'on a vu quand même un super match. Effectivement, ça s'est transformé en blowout sur la fin parce que il y a eu pas mal d'appels, je pense, dont on va reparler. Mais après tout, il ne faut pas oublier d'où vient cette équipe. À la mi-temps, le match, comme l'a dit Sébastien, il était encore serré, il était encore jouable. On espérait voir quelque chose. Tout le monde avait dit que c'était un match qui allait être serré. Bon, le dernier quart-temps, 21-0, en a décidé autrement. La fatigue, l'accumulation, tout ça, c'est un tout. Moi, je voulais juste revenir sur Saquon Barkley parce que tout le monde dit il a fait un match formidable, tout ça. Bon, je suis d'accord, 3 touchdowns, c'est vraiment très bon. Par contre, il ne court que, entre guillemets, 15 fois pour 118 yards, dont 1 à 60 yards. Donc, ça veut dire qu'il fait 14 courses pour 62 yards. 58, pardon, pour 58. Et bon maths. Voilà, donc je veux dire, c'est pas si gros que ça derrière, si on enlève cette grosse course. Après, attention, l'impact, il ne se mesure pas que dans les stats. La présence de Saquon Barkley a forcément eu un impact sur le rôle défensif des linebackers. Et il a été bon dans le jeu de bloc aussi. Il a été très très bon dans le jeu de bloc, et puis je crois qu'il est parti à la réception 2 fois, mais un peu sur tous les fronts. Par contre, effectivement, il faut parler de ce premier jeu qui amène le TD. C'est limite une faute professionnelle quand tu sais que tu as Saquon Barkley dans l'équipe adverse, que tu sais que ça va courir forcément parce qu'ils veulent marquer leur territoire et que tu sais que ta défense à la course n'est pas bonne. Bloque les extérieurs, fais courir au centre. Là, c'est pas logique. Complètement. Sur le jeu, tu as toute la ligne de Philadelphie qui n'était pas au complet, d'ailleurs. Il manquait des titulaires, il y a eu une blessure pendant le match. Tu as la ligne qui bloque en brosse du côté de la course. Tu as toute la ligne défensive qui se jamme là-dedans. Derrière, tu as le linebacker et 2 defensive backs. Ce qui tente, c'est même pas des plaquages. C'est lamentable. Il y a eu un souci sur les plaquages aussi du côté de côté de Washington. Je n'ai pas la stat du nombre de plaquages manqués, mais c'est énorme. Je l'ai pas non plus, et moi ça m'a sauté aux yeux pendant mon visionnage. C'était, les types tombaient comme des quilles, quoi. C'était assez invraisemblable. Mais en effet, sur ce jeu, tu es aux limites de la faute professionnelle, de pas avoir prévu le coup, au moins de pas avoir mis du monde dans la boîte pour mettre du monde sur ta ligne. Justement, Seb, j'ai une question là-dessus parce Vince l'a dit, on l'avait parfaitement identifié, que ce soit dans la preview ou même tout le monde en parlait, ce match-up favorable pour les Eagles à la course. On savait que les Commanders c'était la 30e défense contre la course. On savait que les Eagles couraient énormément, notamment avec Saquon Barkley.
dans une moindre mesure avec Jalen Hurts parce qu'il était un petit peu blessé au genou hier, mais on savait qu'il y avait ce danger-là et qu'il allait forcément avoir des jeux qui allaient se poser là-dedans. Et quand même, on peut imaginer qu'ils sont préparés toute la semaine, les Commanders, à ce jeu-là, et ils prennent 229 yards au sol. Enfin, à un moment, comment c'est possible? C'est leur pire cauchemar qui s'est réalisé sur cette rencontre. C'est très simple, c'est-à-dire un jeu au sol qui fonctionne à plein régime pour Philadelphie contre leur défense qui est faiblard dans ce domaine. Et puis, en plus, il faut quand même ajouter que les Eagles, sur ce match, ils lancent aussi pour 230 yards, ce qui fait qu'on a sans doute leur performance la plus équilibrée de la saison entre les deux domaines, là où on avait tendance, notamment pendant ces playoffs, à dire que le jeu de passe était passé au second plan, parce que, comme on l'avait souligné, il n'y en avait pas forcément besoin. Moi, j'avais estimé que ça levait quand même certaines interrogations sur sa qualité intrinsèque. Eh bien, écoutez, interrogation levée, puisqu'on a eu confirmation que ce jeu aérien, il était encore plus que présent. 20 sur 28, 246 yards, un touchdown pour Jalen Hurts. A.J. Brown, 6 réceptions, 96 yards, un touchdown. Goddard, 7 réceptions, 85 yards. Les deux, alors 6 réceptions pour 8 targets, 8 cibles pour A.J. Brown, 7 réceptions pour 8 cibles pour Dallas Goedert. Ça fait quand même un très très chouette pourcentage de succès pour ces deux joueurs. À un moment, de toute façon, si tu te retrouves obligé de défendre contre un jeu au sol pareil, ta défense antiaérienne va en pâtir. Donc, force est de constater que là, ça a pris l'eau d'un petit peu partout et que Washington n'avait pas les armes pour répliquer à cela. Tiens, d'ailleurs, le saviez-tu? Le saviez-tu? Tu ne savais pas. Alors, avec 7 touchdowns au sol, les Eagles ont égalé le nombre de touchdowns au sol marqués au cours d'un match de playoff. Saurais-tu me dire quel club est l'autre détenteur du record? Avec 7 au sol. Ouais. Je ne sais plus parce que ça date de 43, je crois que j'ai vu la stat. Et d'accord. C'est pas les Redskins justement? Alors pas exactement. C'est contre les Redskins. C'est en 1940. C'est contre Washington. Je sais pas si c'est déjà les Redskins à l'époque. Et c'est Chicago qui en a marqué 7 dans une victoire 73-0 lors d'un match qui a dû être passionnant à suivre. Oui. Et d'ailleurs, ces 7 touchdowns marqués au sol, c'est le record depuis l'ère Super Bowl justement depuis 1970. Oui. C'est le record. Et ce match a aussi battu d'autres records puisque jamais une équipe en finale de conférence n'avait marqué plus de 52 points depuis l'ère du Super Bowl, donc depuis 1970. Et c'est pas également la somme des deux scores. C'est 65 l'ère Super Bowl, mais c'est pas grave. Non, en finale de conférence, je te parle. Non, mais moi, je te parle de l'ère Super Bowl, c'est 65. Ah, pardon, excuse-moi. Et le score cumulé des deux équipes est aussi le plus haut depuis cette date. Et juste, je vais revenir. Nous allons jouer le 59e Super Bowl en 2024. Enfin, la saison 2024. Mais c'est vrai que, juste, je reviens sur ce qu'a dit Seb, et c'est quelque chose de très important, mais regardez A.J. Brown hier, ce n'est pas du tout le même joueur que lors du Divisional Round. C'est incroyable. Si, vous pouvez le regarder, c'est le même, mais il n'a pas joué pareil. C'est incroyable la différence qu'il y a, et forcément la facilité qu'il y a derrière Jalen Hurts à trouver ce receveur. Pourtant, le match avait mal commencé, parce que je crois que c'est 2 drops. Il les fait dans le premier carton ou dans les 2 premiers cartons. Il n'avait pas lâché son bouquin encore. Donc, il avait encore le livre dans les mains. C'était pas facile pour choper les ballons, du coup, de ce fait. Mais une fois qu'il a posé le bouquin, ça allait mieux. C'était parti. Blague mise à part, on a quand même donc une attaque des Eagles qui a très bien marché. On a eu aussi, Vince, des cas... il va falloir en parler. Voilà, il va falloir en parler, des cas problématiques d'arbitrage pendant cette rencontre, notamment contre les Commanders. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ce qui t'a choqué, et après on reviendra sur la problématique Francky Louvou contre le touche-pouche, parce que ça... oui, c'est très drôle, et c'est la première fois que j'ai vu une telle annonce d'un arbitre. Ça c'est quand même fantastique, mais avant ça, un truc un peu moins drôle, donc alors,
je ne sais plus quel site américain, je ne sais plus si c'est CBS ou une autre chaîne américaine qui aurait relevé au moins 7 erreurs d'arbitrage en faveur des Eagles dans cette partie-là. Alors hier en live, on en avait compté, on disait entre 5 On et avait dit 6 à la 5, ouais, fin. on avait dit Ouais. 5. Ouais. Alors c'est très délicat de parler de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que les arbitres, il faut pas oublier, ce sont des humains. Donc on a un jugement en étant humain sur le terrain et on a un jugement qu'on pense voir. Il y a des choses qu'on pense voir. On en parlera certainement pour le match d'après également. Et la preuve en est, c'est que les deux matchs font parler. Donc ça veut dire que il y a un problème qui est très difficile à résoudre, puisqu'on parle d'humain, et donc et le foot US, c'est beaucoup une interprétation des Alors, règles. je te coupe juste une seconde. Paradoxalement, j'ai vu quand même beaucoup plus de gens parler du Chiefs-Bills que du Eagles-Commanders, alors que pour moi, les plus grosses erreurs sont quand même dans le Oui, Eagles-Commanders. Mais clairement. bon, ça, c'est un autre débat. Alors, peut-être que le Moi, fait que le score soit moins serré a joué aussi, mais bon, voilà. je vais noter deux actions pour moi qui sont claires et là où il y a eu un gros problème. La première, c'est sur le premier TD à la passe, non, le premier TD, enfin le deuxième TD, celui marqué après Saquon Barkley. Justement, Saquon Barkley fait un bloc avec un holding monstrueux. Je ne sais pas comment les deux arbitres ne peuvent pas le voir. C'est fou. Et la deuxième, c'est ce pétage de câble, on peut l'appeler que comme ça, je comprends pas ce qui s'est passé. Les Jalen équipes, Carter. les équipes sont sur le terrain, sont en place, milieu du troisième quart-temps, et là, le défenseur décide, sans que la ligne ne bouge, rien du tout, il arrive, il met un grand coup de tatane dans la grille du centre, en y mettant les doigts dans les yeux. Faute, ok, mais juste un encroachment, Ouais. 5 yards de pénalité, alors qu'à ce niveau-là, ils auraient pu avoir 15 yards première automatique et ça aurait vraiment changé tout le match. Ouais. Il y a eu on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Jalen Ah ouais, Carter, non, là, bon, qui est pas connu pour être la personne la plus fine de toute la NFL. On le conçoit, mais non, après, bon, au niveau je voulais juste aussi universitaire, il parler n'est pas connu pour être. je voulais juste aussi parler d'un autre fait qui n'est apparemment pas une faute arbitrale, puisqu'ils ont le droit, mais c'est vrai que c'est la première fois que je le voyais. Alors Seb, notre encyclopédie, pourra dire si lui, il l'a déjà vu quelque part ou pas. Mais les arbitres, sur ce fameux touch-push des Eagles, ont décidé, donc les Commanders ont décidé de sauter par-dessus constamment, mais largement avant le snap. Et on était juste à côté de la ligne de touchdown, et au bout d'un moment, au bout de la troisième faute, je crois, d'affilée, l'arbitre ne pouvait plus reculer le ballon. Je crois que c'était même que la deuxième. L'arbitre ne pouvait plus reculer le ballon et il a annoncé à la prochaine faute, ce sera un touchdown de pénalité. Alors, Alors j'ai oui, regardé, la règle existe. oui, Oui, La oui, règle depuis existe, l'arbitre 1942. l'arbitre a le droit de le promulguer, Mm. mais alors c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est la première fois dans l'histoire de la NFL que ça a été, qu'il y a eu la menace de ce touchdown de pénalité, si j'ose dire. Et ça aurait été une grande première qui soit appliquée. Effectivement, on rappelle rapidement l'action. Frankie Louvou donc s'est jeté complètement au-dessus de la mêlée pour aller embêter le touche-push des Eagles. Donc ils étaient sur les 1 yard, donc il prend pénalité de la mi-distance, donc il se retrouve à 50 cm en gros. Derrière, Francky Louvou ressaute au-dessus pour embêter le touche-push. Il se retrouve à 20 cm. Alors que le ballon ne bouge pas du tout. Hein. Voilà, ah non, C'est non, aussi ça, hein, c'est aussi ça. il saute 30 secondes avant que ça parte, quoi. Et il s'envole au-dessus de la mêlée, c'est absolument dingue. Et c'est là que l'arbitre a dit, et que l'arbitre a dit à la prochaine pénalité volontaire des Commanders, ce qu'ils appellent l'acte déloyal. Prochain acte déloyal des Commanders, ce sera, je prendrai la décision d'accorder un touchdown pour truc. Ce qu'il a parfaitement le droit de faire s'il l'annonce avant. Voilà, il peut pas d'un seul coup dire bon bah touchdown de pénalité. Par contre, s'il annonce en disant la prochaine fois qu'il y a un acte déloyal, c'est touchdown, eh ben il a tout à fait le droit. Tu connaissais cette règle toi, Sam? Ouais, je la connaissais. Moi je l'ai découverte. J'avoue, je connaissais pas. Je connaissais son existence, mais effectivement, je crois que c'est la première fois que je la vois, que je vois cette menace comme ça planer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu souvent évoqué parce que ça a été, enfin, je pense que les fois où ça a été appliqué, c'est vraiment
des notules de bas de page. Hein. Là, comme ça, vraiment à froid, je ne saurais pas dire si ça a même été appliqué, mais oui, effectivement, la règle existe au même titre qu'on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'essai de pénalité. Oui, c'est ça. Voilà, Oui, c'est oui, quand t'écroules la mêlée, voilà, 50 t'écroules la mêlée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et l'arbitre, il finit par lever le bras, il dit: «Beh, voilà, ça fait 5 points pour l'autre équipe». Donc c'est la même chose puisque effectivement là, Louvou, il a voulu, faire, je pense, c'est anticiper sur le touche push, sauf que pour le faire, beh, justement, faut être dans un timing absolument parfait. D'ailleurs, il a réussi une fois dans le match. Il y a une fois Ah où ouais. il a Oui, il a oui, il le sauté réussit. sur Jalen Hurts. Ouais. Il a réussi à le faire. Il y a Et un timing une fois où il a un Il timing le réussit une parfait. fois, donc il veut le retenter. Bon, ben là, sa montre avait un petit peu de décalage, elle avançait un peu. Et bilan, les 2 fois, il se plante et ça fait, ça fait deux offsides particulièrement spectaculaires. On peut comprendre que l'arbitre en ait Oui. pris ombrage au bout d'un moment. Voilà. La, Parce que, la- ça, la c'est première fois, c'était marrant. La deuxième fois, le plus drôle, c'est la réaction de Jalen Hurts qui voit Frankie Louvou commencer à courir et qui se recule d'un pas, l'air de dire on va le laisser sauter dans le vide. Et donc il le laisse mais se ramasser totalement derrière la ligne des il est mort de rire, lui. Hein. Il est Lui, mort de rire. de rire. Il est mort Mais de Louvou rire. aussi. Mais oui, c'est voilà, c'est dit bon. Visiblement, c'était une tactique qui était travaillée puisqu'il l'a fait dès le premier touche-push. Il a commencé à sauter au-dessus de la ligne comme ça. Donc bon, au début, c'était un peu plus coordonné. Là, tu sentais que bon, c'était un peu l'énergie du désespoir pour Il notre avait bon fatigué. Francky. Pour notre bon Francky. Tiens d'ailleurs, petite question avant de clore sur ce match. Seb, touche-push, stop ou encore? ça marche. Pourquoi ils arrêteraient? On l'interdit ou on l'interdit pas? Voilà. On l'interdit pas. En ce qui me concerne, c'est plus sur la dangerosité du jeu lui-même que je m'interroge. Mais il me semble que la Ligue a déjà tranché là-dessus. Ça veut dire alors qu'il faut rendre illégal toute aide aux porteurs. Je crois que ça l'est en NCA, l'aide aux porteurs, il me semble que c'est illégal. Des spécialistes plus calés que moi en foot universitaire me corrigeront dans les commentaires sur les différentes plateformes de podcast où ils pourront. Vous pouvez le dire gentiment, hein. Vous pouvez corriger gentiment. C'est Hein. interdit, moi, c'est interdit en France et comme c'est les mêmes règles, voilà. Voilà, c'est ce que je me suis dit également, c'est interdit en France. C'est toléré, plus que toléré, même la preuve en NFL. C'est pas tant le touche-push, alors qu'il faudra interdire, c'est l'aide aux porteurs. Et ça risque de changer pas mal de choses. Hein. De toute façon, il est bien. Pour l'instant, il y a pas beaucoup d'équipes parce qu'on sait qu'il faut les 2/3 des équipes pour changer une règle comme ça. Il y a pas beaucoup d'équipes, de propriétaires d'équipes qui semblent décider à demander une interdiction du touche-push. Donc, Puis, ça Alors, vient d'accord. attention, ils pourront pas demander une interdiction du touche-push parce que, comme l'a dit Seb, en fait, il faudrait demander une interdiction de l'aide au porteur, mais pas du touche-push. Et d'ailleurs, cette aide au porteur, moi, que je trouve très dangereuse, parce qu'encore dans le touche-push, ils sont statiques, ils partent comme ça. Mais alors, quand il y a un gars qui est bloqué, qu'il y a des défenseurs qui viennent sur lui et qu'il y en a un autre qui vient pour mettre un tampon en attaque, ça me dérange un peu. Et toi, t'es pas pour le touche-push, toi, Vince. Non. Je sais que t'aimes pas ça. Je suis pour le Cayenne, moi. Oui. Pourtant, t'es un fan de rugby. Si les Tayennes pouvaient faire des touche-push, oui. Non, mais alors parlons-en du rugby. Le rugby, le groupé pénétrant, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut commencer, le mec qui a la balle est devant, et après il passe la balle derrière. Et là, tu as le droit de pousser. Ok. Ouais. Mais en fait, tu n'as pas le droit de te lier avant d'avoir la balle. C'est pareil au rugby. Donc, voilà. Bien. Yaya, un avis sur le touche-push? Tu t'en fiches, merci. Au revoir. Non, mais bon, d'accord, ok. Mais t'avais pas l'air concerné, donc. Daniel qui fait un touche-push. Pas concerné, cerné, oui. Je reste. Alors, non, mais tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc ils ont raison de continuer, ça marche. Donc, la palissade. Oui, mais encore faut-il le dire, mon jeune ami. Voilà, mon jeune padawan. Alors, vous parliez tout à l'heure de la France et des règles en France. J'en profite juste pour faire une petite promo pour le podcast de D1 Elite qu'on va tourner avec Julien demain, où on reviendra sur tous les résultats de cette première journée de D1 Elite, et on parlera notamment des Léopards. Ça fera plaisir à Yaya, puisqu'on sait qu'il aime beaucoup cette équipe, et j'attends avec impatience le match entre les Léopards et les Cougars, parce que ça fera beaucoup plaisir à notre ami Yaya. Je le vois déjà
avec des étoiles dans les yeux. Il a déjà pris ses places. Hein. Ah bah oui, je sais qu'il sera à Saint-Ouen-l'Aumône pour suivre ce match délicieux entre les Cougars et les Léopards. Ce sera dans quelques semaines. Hein. Vous retrouverez Yaya en bord de terrain, bien évidemment, pour nous faire un reportage. Ah ben, c'est dès qu'il y a de la Il sera cougar au bord de la et route. de l'imprimé Au bord de la Léopard. route. Il n'y a pas de doute. En plus, à Saint-Ouen-l'Aumône, le stade est juste au-dessus du périph'. C'est parfait. Tu vois, ce sera dans un emplacement délicieux. On n'en doute pas, en tout cas, blague mise à part, donc le podcast de D1 Elite, c'est une nouveauté de cette saison 2025, sera disponible mercredi matin pour ceux qui veulent découvrir la D1 ou qui sont déjà fans de D1 Elite, puisqu'il y en a quand même, malgré tout. On passe à l'AFC, les amis, avec les Chiefs de Kansas City. Eh ben oui, hein, ils sont toujours là, ceux-là. Ils ont pas. Hein, il y a plus grand monde qui veut qu'ils soient là, mais ils sont toujours là. C'est comme ça. Les Chiefs de Kansas City. Il y a que Raph et Jean qui aiment pas. Oui, c'est ça. Les Chiefs de Kansas City qui ont donc, j'ai envie de dire, Vince, en fait, ils nous ont fait une Chiefs. Hein. Comme d'habitude, Chiefs-Bills, c'est serré. Comme d'habitude, Chiefs-Bills, c'est spectaculaire. Et comme d'habitude, Chiefs-Bills en playoff, bah, c'est les Chiefs qui gagnent. Et oui, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que ce match-là aussi était très particulier, très attendu. C'était un peu l'affiche de ces finales de conférence. Hein. Tout le monde entendait ça avec impatience. On a vu une équipe des Chiefs mettre de son jeu. En tout cas, ils ont vraiment pris le jeu à leur compte. Ils avaient un plan de jeu qu'ils ont vraiment bien mis en place. Ça a commencé par une défense de feu. On parle beaucoup de l'attaque avec le duo Mahomes-Kelsey. Le premier porté de balle des Bills dès le coup d'envoi, c'est un 3 and out. Donc ça a vraiment montré un peu la voie de cette équipe-là. Ils étaient là pour faire mal en défense. Ils étaient là pour être dominants en attaque. Ça n'a pas manqué dans les grandes largeurs, forcément. Il y a des moments où les Bills ont eu vraiment de très belles actions. Et vraiment, moi, le match la personne qui m'a le plus surpris, c'est vraiment Patrick Mahomes, qu'on a vu coureur. T'es encore surpris par Mahomes, toi? Ah oui, Mahomes coureur, je suis surpris. 11 il est portées de mobile, balle. hein, Mahomes. Hein. C'est pas, oui, mais avec, fou, hein. il avait quand même un petit problème de cheville. On avait un peu de doute sur sa cheville. 11 portées, 43 yards. C'est une menace en plus, surtout dans un match où sa connexion avec Travis Kelce a été un peu dure à trouver. Kelce qui ne fait que seulement 2 réceptions. On en reviendra sur le Jack Kelce. Je sais que tu as envie d'en parler. Oh là là. Merci. Ah, mais bon, Kelce qui s'est clairement perdu dans ce match-là, on va y revenir. En tout cas, Mahomes, lui, il a assuré 18 sur 26, 245 yards à la passe, 43 yards au sol. Il est pas loin des 300 yards pour une finale de conférence à lui tout seul. Et franchement, bravo. Très gros match de lui. Ça m'embête parce que c'est un rivaux de division, mais là, c'est... Un rival. Ça t'embête tellement que tu as le pluriel. J'ai l'impression qu'ils sont nombreux, qu'ils sont plusieurs. Ouais, voilà. Et mais non, c'est... Les mauvaises langues diraient que c'est les arbitres, ça. Mais... alors ça, on va en parler aussi. Je vais laisser d'abord les camarades présenter leur point de vue, mais il faudra en parler aussi parce que là, c'est un peu dans l'autre sens pour moi. Ouais. Mon cher Yaya, j'ai un problème. Parce que... Oui. Non, tu crois que tu m'aimes ? Je sais que non. Mais la semaine dernière, tu m'as présenté un théorème délicieux disant que pour gagner en play-off, il fallait gagner la bataille des turnovers. Les Chiefs ont perdu un fumble, les Bills n'ont pas perdu de ballon et c'est les Chiefs qui gagnent. Et en fait, ils sont capables de gagner tout le temps, ces Chiefs. Oui. Mais ça a bien été dit par Vince. C'est qu'ils ont le joueur qui fait passer une équipe forte à une équipe exceptionnelle. Notre ami Patoche. D'ailleurs, je salue Nathieu. Je fais cette imitation en saluant Nathieu qui a essayé d'avoir mon talent mais qui n'y arrive pas. Hein. Nathieu, on fait comme ça. Hey, T1. Et non, et qui a été chercher le match. J'ai envie de dire une fois de plus, on avait vu par moment cette saison qu'il avait été chercher des matchs quand il fallait. Bon, tout a été dit en termes de stats par Vince quasiment. Alors, au moment où il faut gagner, c'est là où les grands joueurs se révèlent. Bon, on est obligé de s'incliner devant le talent de
de notre patoche 4 nationale. Quoi. Super Bowl sur les 5 dernières saisons NFL pour les Chiefs, Seb. On le savait en début de saison que ça allait monter en puissance. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de la défense des Chiefs qui ne marquaient jamais plus de 30 points. Et le seul match où ils vont chercher ces fameux 30 points, c'est la finale de conférence pour aller chercher le Super Bowl. Messieurs, je suis désolé. Je déteste vous dire que je vous l'avais bien dit. Mais je vous l'avais bien dit. Donc, voilà. Je voudrais revenir sur un petit point que tu as soulevé. Et je l'atteste de bûche que tu me l'avais dit, cet été, cet hiver, après le match de Noël. Quand on s'est vu en vrai, en live et tout, voilà, je t'avais dit, on va se retrouver on aura encore les Chiefs en février au Super Bowl et on y est. Je vais revenir sur un point que tu as soulevé, Flav, celle des pertes de balles. Effectivement, Kansas City perd un fumble. Mais du côté de Buffalo, il n'y a pas de ballon perdu, mais il y a quand même, il y a quand même 4 fumbles. Ils n'en perdent aucun, ils les récupèrent tous, mais ça prouve quand même qu'il y avait un côté très brouillon dans cette attaque hier. Et on parlait la semaine dernière de Josh Allen qui prenait beaucoup plus soin du ballon que les saisons précédente. Certes, il ne lance pas d'interception, mais il commet 3 fumbles. Alors, certes, qui sont récupérés par Buffalo à chaque fois, mais c'est quand même et par lui-même d'ailleurs. Mais c'est quand même des faits de jeu qui coupent un peu les jambes à un drive ou qui coupent l'élan de ton équipe. Du côté de Kansas City, on n'a pas parlé de leur défense. Ils ont fait un gros travail sur les gains courts parce qu'ils vont stopper Josh Allen 3 fois sur des QB sneak, et à mon avis, ils s'étaient préparés à ce type de jeu et à ces éventualités. Ils ont généré 2 3-and-out, un turnover and down important en début de 4e quart-temps et en milieu de terrain. Et puis, ils ont énormément blitzé, grosse mise en place du blitz, 45,9% des passes, c'est leur plus gros taux de blitz de la saison contre Buffalo, et ça a fait, je pense, paniquer Allen dans plusieurs situations. Il a dû forcer ses passes. D'ailleurs, contre le blitz, il est à 5 sur 14, 66 yards et un touchdown. Et les pauvres amis de Buffalo, maintenant, ils sont 0-4 contre Patrick Mahomes, dont 0-2 en playoff. Et ça, c'est un petit peu le signe, le chiffre qui fait mal. Kansas City est définitivement le signe indien des Bills. Oui, on avait eu cette période des Bills qui sont allés plusieurs fois de suite au Super Bowl sans le remporter. Il y a plusieurs années de ça, on parle au plus ancien. Mais oui, 91, 92, 93, 90. Là, cette fois, c'est soit des finales de conférence, mais à chaque fois, c'est contre les Bills, contre les Chiefs, encore 4 fois, tu l'as dit, éliminés. Mon Yaya, juste parce que je sais que toi, tu es spécialiste des ouvertures de fenêtres. Est-ce que la fenêtre pour les Bills s'est refermée hier soir? Est-ce qu'ils vont pouvoir un jour franchir cette muraille de Kansas City? Parce que les années de Josh Allen commencent à peser maintenant. Le problème, c'est que derrière, il y a les Broncos qui poussent. Il a posé la question à moi. Si les Broncos sont trop forts, donc ça va être l'hégémonie des Broncos bientôt. Oui, alors bon, d'accord. Le lance pas. Alors, Aaron Rodgers dans sa caverne, tu devrais faire pareil pour méditer un peu. Plaisanterie mise à part, je pensais ça. Pour moi, ce qui leur est favorable, c'est que Miami ne passe pas le cap non plus de venir vraiment les titiller dans leur division. Donc du coup, ils vont toujours aller en playoff. Ils vont garder cet ascendant. Wake te dirait qu'il n'y a pas de Skyrim. Ouais, Wake, si on commence à parler de ce que nous dit Wake, on peut être tranquille. Plaisanterie mise à part, moi je pense que leur division, ils sont toujours devant. Ils ont 1 voire 2 temps d'avance. Ils ont encore un peu de temps. Pour moi, le problème, c'est avec des Von Miller qui commencent à prendre de l'âge. Tu vois, il va faire la défense, la ligne. Ils ont retrouvé un jeu de course. Il faut qu'ils ressortent 1 ou 2 receveurs supplémentaires. Bon.
Et après, ça peut faire la blague. Pour moi, le vrai souci, c'est qu'ils ont pris un coach pour les faire passer du fond de la ligue à une équipe de play-off. Mais McDermott, il les fait pas aller au Graal. Et qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes de coach pour passer la dimension au-dessus? Alors là, il faut aller chercher quelqu'un de disponible. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui Mais il n'y a plus Pete Carroll déjà. puisse faire passer cette équipe. Après, je ne sais pas où faire... où augmenter ça. Après, voilà, ils iront en play-off. Mais tant que Patoche est là, c'est compliqué parce que personne n'arrive à le sortir. Il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à le sortir en play-off. Donc, Et c'était enfin non, il y en a deux. oui, c'était surtout. Il Je te y a parle. eu- Ah, tu me parles en play-off en AFC ou tu me parles au Super Bowl aussi? En AFC, oui. Ah oui, oui. parce que il y a Oui, eu. parce que le Super Bowl pour moi c'est encore au-dessus. C'est Enfin, on remarque quand même qu'il y a un point commun entre une équipe qui l'a sortie en AFC en finale de conférence et une équipe qui l'a sortie au Super Bowl, ça s'appelait Tom Brady. Ah oui. C'est bon, contre les Buccaneers, c'était aussi avec Tom Brady. Oui, moi je pensais aux Bengals, mais Oui, mais les moi Bengals je pensais. Oui, mais il y a les Patriots aussi qui l'ont sorti en 2018. Oui, tout à fait. Oui, mais là c'était encore un minot. Deux fois sur trois, t'as quand même Tom Brady dans l'affaire hein, pour l'empêcher de gagner. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais Il va pas revenir, hein, à moins que peut-être avec les Raiders, on sait jamais. mais il peut pas. Il peut Bah pas non, puisqu'il c'était- est propriétaire. Donc c'était pas il peut pas. Non, Mon mais pour revenir à ta question, je pense que ça va être très compliqué et je pense que les Chiefs vont continuer à dominer et voilà. Seb, il fait tourner son crayon, il veut dire quelque chose, mon Seb ou pas du tout? Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur le constat qu'a fait Yannick. Effectivement, pour les Bills, aller chercher quelqu'un qui peut leur faire passer le step. Effectivement, là, je vois pas trop qui serait disponible. Et puis, surtout, faut quand même que tu justifies de virer un coach qui t'a amené 2 fois de suite en finale de conférence. C'est Denis Allen, hein, s'ils veulent. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout tu sais, il y a des coachs qui sont très forts pour faire passer des équipes en play-off Oui. et la marche au-dessus, Mm. c'est un autre coaching en fait, tu vois. Et Je suis d'accord. Ouais, après, moi, je c'est vais crève-cœur, mais C'est peut-être ce qui va être reproché à Dan Campbell dans quelques années, hein, si ça se trouve. Hein. Mais c'est le même cas. moi, je vais nuancer quand même, mais ils perdent. On peut taper sur le coach ou quoi que ce soit, d'accord, mais ils perdent Pas contre une dessus, équipe. on explique. Ils perdent contre une équipe qui a une hégémonie depuis quelques années, qui est en place, qui sait ce qu'elle fait et qui a l'expérience de gagner ses matchs. Donc oui, je suis d'accord, on peut taper sur le coach, on peut taper sur qui on veut. Pour l'instant, il faut pas oublier quand même qu'ils ont perdu que de 3 points contre les Chiefs à l'extérieur en finale de conférence. En fait, peut-être là où perdre le match les Chiefs, c'est peut-être parce que dans la saison régulière, ils battent certes les Chiefs, mais les Bills ont perdu 4 matchs, soit 2 de plus que les Chiefs, et le match à domicile aurait peut-être eu complètement différent. Tiens, justement, est-ce que vous pensez que si le match s'était joué à Buffalo, ça changerait quelque chose? Ça peut y jouer, bah oui, dans les communications quand même, clairement. Oui, et puis les conditions climatiques aussi sur Buffalo qui sont spéciales à cette période. Même si dans le Missouri c'est pas la folie, on n'atteint pas on atteint rarement la toundra qui est le nord de New York à cette période-là. Hein. Je suis pas forcément d'accord. Et puis la Bills Mafia, ils auraient eu accès aux tables pliantes plus facilement. Après, il faut pas oublier ils ont dû monter des stratagèmes là pour en avoir. Les Chiefs l'année dernière vont gagner à Baltimore. Hein, à Baltimore. En finale de conférence. Hein. Oui. Donc les matchs à l'extérieur, ils savent les gérer aussi. Ouais, moi je pense que ils ont vraiment. C'est pas qu'ils ont une marge, mais. La marge elle est fine, hein, quand même. Ouais, mais attends. Mer peut-être. Oui, exactement. Avec des donuts, c'est tout. Mais je trouve que, en fait, même si c'est tenu, ça tombe, la pièce tombe toujours de leur côté.
au bout d'un moment, ça. il y a pas de secret, quoi. Le livre de magie noire, le grimoire de magie noire de Patrick Mahomes, moi je reviens sur cette hypothèse. Hein. Mon cher Vince, tu voulais nous parler de Travis Kelce. Oui, alors je voulais Parce parler de que Travis il t'a Kelce. chafouiné hier. Il t'a Il m'a chafouiné, je chafouiné. sais. Oui, Il m'a Oh, chafouiné. toi qui es fan de Titan, pourtant. Oh, ça... Oui, mais il m'a chafouiné parce que pour moi, il est Justement. sorti de son match tout seul. Il a été constamment dans l'arrogance, constamment à chercher des noises, à essayer de taquiner un peu ses defensive ends d'en face, cherche constamment les mains un peu dans le casque, tout ça. Je trouve son match, en fait, s'il avait eu un impact offensif très fort, j'aurais rien dit, parce qu'il n'y a pas de problème. Là, le problème, c'est que la plupart des courses qui sont sur lui, c'est des décrochés du garde ou du tackle qui permettent les courses de son côté. J'ai pas vu un grand Travis Kelce hier. Je pense vraiment qu'il s'est perdu. Après, ça arrive. Il y a des matchs sans. A.J. Brown a fait un match sans en divisional round avec les Eagles. Ça nous promet peut-être un très très gros Super Bowl pour lui dans 15 jours. Quoi qu'il arrive, je trouve que il m'a un peu déçu et il faut en parler quand même, mais à un moment donné, il vient chercher, il vient mettre la main sur la grille adverse, le mec répond un tout petit peu, et là il floppe en se balançant à l'arrière. Non, là, moi j'ai du mal avec ça, franchement. Foot américain, on met des coups, on a des coups qu'on mérite sur un terrain. Quand on met un coup, quand on fait une bêtise, eh ben on peut la punir derrière. Les règles nous permettent de punir les joueurs en face avec des chocs, avec des gros coups. Moi, personnellement, quand je jouais, j'adorais mettre ces coups-là. J'adorais ça. Quand on me provoquait, ok, viens me provoquer. Mais par contre, derrière mon grand. Mais il va falloir tenir sur tes appuis. Je vois Seb opiner du chef. Non, moi je vois la tête réjouie de Seb qui est tout content, l'air de dire j'adore mettre des coups. Oui. ça me rappelle ma jeunesse, tiens. On appelle ça des policiers dans le métier. Ah, les délinquants. Ah là là. Bah non, c'est des policiers. Non, mais- Ils règlent les problèmes. Non, mais Seb, tu corrobores, C'est le j'imagine. bande de violents. Tu l'as vécu quand il se passe quelque Bien chose sûr. comme ça sur un terrain. Évidemment. Ben après, attends-toi à prendre un coup. Évidemment, oui. Quand il se passe quelque chose de sûr, il faut s'attendre à ce que l'autre se fasse justice lui-même à un moment ou à un autre. Alors, bien sûr, en respectant les règles de contact, hein, mais c'est là, ça porte un autre nom aussi. On appelait ça la chasse aux touristes de mon temps. Mais oui, Pareil. c'est là et ça existe et c'est un fait. En tout cas, Travis Kelce, c'est 2 réceptions, 19 yards dans ce match. C'est effectivement relativement pauvre. Est-ce que c'est juste un match sans Seb pour Travis? C'est un match sans ou c'est un match où on n'a pas eu besoin de lui parce qu'à côté de ça, tu regardes Oui, c'est pas faux. Xavier Worthy, 6 réceptions. Un excellent Xavier Worthy. Voilà, qui a été très bon. Juju Smith-Schuster, 2 réceptions, 60 yards. Marquise Brown, 3 réceptions, 35 yards. Tu vois, Karim en Hunt, fait, toujours présent aussi. Hein. Karim Hunt, toujours présent. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que il y a du côté des Chiefs un jeu aérien qui a fonctionné, 245 yards pour Patrick Mahomes, 18 sur 26. Je crois que c'est son meilleur taux de complétion de la saison, 64,7%. Alors qu'il soit sorti de son match, tu vois, je me demande quand même si c'est pas juste un match où on n'avait pas besoin de lui et donc du coup il a fait autre il a chose. voulu faire sortir les autres du match. Ouais, plutôt. voilà, peut-être que c'était son rôle sur ce match d'essayer de faire dégoupiller quelqu'un. Je ne sais pas, ce n'est qu'une hypothèse et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, même si c'est le cas. Si c'est le cas, j'ai quand même mon opinion là-dessus. Mais c'est peut-être juste un match où on n'a pas eu besoin de lui et donc du coup le reste ça a fonctionné. Puis au sol également, comme tu le soulignais, Vince, Karim Hunt, 17 courses, 64 yards, un touchdown, toujours présent quand on a besoin de lui, pardon, et un jeu au sol qui finit à 135 yards. Donc l'un dans l'autre, un match plutôt équilibré du côté de Kansas City. Bon, dossier Travis Kelce refermé. Ouvrons le dossier de l'arbitrage, mon cher Vince, maintenant. Pourquoi c'est toujours moi qui prends cher? Parce que c'est toi qui m'as dit je veux parler de l'arbitrage. C'est toi qui n'aimes pas les arbitres. Non, mais alors, l'arbitrage, effectivement, tu l'as clairement dit tout à l'heure quand on a parlé des Eagles. Oui. On a vu énormément de faits d'arbitrage
aujourd'hui sur les réseaux concernant les Chiefs parce qu'ils avaient l'œil dessus. Tout le monde avait l'œil sur ça. Oui, il y a eu des erreurs, oui, mais elles sont largement pas aussi flagrantes pour moi, et ce n'est que mon avis, que le match des Eagles hier. Et on n'en parle pas du match des Eagles. Donc, bon, l'arbitrage, on le sait. Moi, ce qui m'a dérangé un peu dans ce passif d'arbitrage, c'est qu'on a beaucoup vu Patrick Mahomes courir, et Patrick Mahomes, il a souvent gratté 1-2 yards supplémentaires parce que les gens, ils n'osent plus l'impacter. Ils savent qu'ils vont avoir un flag derrière. Donc, il fait semblant de slider, et derrière, il continue, il avance de 2 yards, et voilà. Très belle Ça, photo d'NFL même d'ailleurs, qui avec le numéro 15 de Patrick Mahomes qui disait comme ça: Patrick Mahomes prévient tout de suite le nombre de yards que va perdre l'adversaire s'il ose me toucher. C'est c'est un petit peu l'idée. La discussion arbitrale surtout de ce match entre les Bills et les Chiefs, c'est quand même voilà, c'est la 4e et 1 de Josh Allen, et même avant la 3e et 3, juste avant cette 4e et 1 où Dalton Kincaid semble avoir gagné la première tentative, le ballon est placé donc en 4e et 1, Josh Allen tente d'y aller, et il est retourné à ce moment-là, et le ballon est placé toujours en zone courte. Donc il n'y a pas de première tentative qui est donnée. Alors je pense, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais que McDermott avait possibilité de challenger le placement du ballon sur la 3e et 3. Il l'a pas fait, c'est lui qui a décidé de jouer vite, hein. Donc ils auraient pu le revoir à la vidéo. Il a choisi d'aller en 4e et 1, donc là il y a une erreur. S'il y a erreur, elle est plus de Buffalo que des arbitres, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Et ensuite, il joue vite. La défense des Chiefs a à peine le temps de se mettre en place. Josh Allen essaye d'y aller en force. Il se fait retourner, je crois que c'est même par Chris Jones, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il est plaqué. Les images arrêtées semblent prouver qu'il aurait passé le plan de la première tentative. Mais encore une fois, ça reste... là, pour le coup, c'est une appréciation de l'arbitre. Il faut encore, c'est pas pour les excuser, mais il faut encore imaginer que c'est quand même des arbitres qui doivent juger à l'œil nu où se trouve le ballon à une quinzaine de centimètres près dans une mêlée de garçons. Et c'est pas des bébés qui font 22 kilos, quoi. C'est quand même des beaux mastodontes, les garçons. Donc, pour trouver exactement le placement du ballon, il y a une solution toute simple, hein, qui a été testée en pré-saison, hein. C'est le Hawkeye, hein. Tu mets une puce électronique dans le ballon, et puis tu sais exactement où il est sur le terrain, hein, le machin, et tu le repositionnes, et ça te dit premier down. Il y a même une technologie qui est faite, qui ressemble à la goal line technologie du soccer, où en fait tu as une montre pour les arbitres, et tu paramètres à chaque fois qu'il y a un premier down la ligne que ça doit passer, et si le ballon passe la ligne, ça vibre, et puis voilà, et ça te dit première tentative ou pas de première tentative, et ça règle le problème, hein. Non? Ouais, la technologie, de toute façon, on va y arriver de plus en plus. C'est un Enfin, sport au de tennis, stats. ça marche, hein, le Hawkeye, hein. Ouais, le problème, c'est est-ce que ça va pas dégonfler des ballons, comme le dirait Wake après. Ah mais non, mais attends, et bientôt on va sortir la vidéo. Tu vas nous expliquer pourquoi Il l'a promis. Il l'a promis. Il l'a promis pendant ses vacances. J'attends une telle mauvaise foi, j'attends ça avec impatience. Non, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Flav. La technologie, on sait que ça a ses limites. Le sport, c'est fait d'injustice. Alors maintenant, c'est pas fait de chaîne d'arpenteur en 2025. Ouais, mais il faut vivre avec son temps. non, mais le problème avec ça, c'est que on croit qu'on va régler les choses. Il y a toujours autant de polémiques d'arbitrage. C'est comme au soccer avec la VAR. En fait, il faut qu'on se mette tout de suite d'accord sur un truc, c'est que ça arrivera. Ah oui, le sport est injuste, de toute façon. Voilà, point. Et il faut arrêter de vouloir tout corriger. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais ça, tu peux, précisément. Non. La position du ballon, tu peux. Si, tu peux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la progression maximum et tout ça? Et après, c'est pareil, tu mets une puce sur le ballon, tu le mets où? Tu la mets où sur le ballon? Et fais tout le ballon. Est-ce que c'est la pointe? Extrémités. Bah oui, tu mets 2 extrémités, c'est extrémité. Oui, et alors, oui,
Et alors, si c'est pas le ballon, si le tien de manière parallèle à Non, la mais, ligne. non, là, après, avec les systèmes GPS, tu peux quand même très bien orienter le ballon dans un Bien sûr. champ et avec un seul capteur, tu sais très bien où est ton ballon. Ça, Mais oui. Mais ça, c'est le problème Moi, de. Enfin, ils l'ont testé en pré-saison, donc en plus c'est dans leur tête, c'est dans l'idée de le faire, tu vois. Pourquoi on le fait pas? Parce que tout simplement, on a des mecs de 85 balais qui sont à la tête des franchises NFL, et tant que ça bougera pas, tant qu'il y aura pas les fans qui s'y mettront, les arbitres qui le demanderont, et quelques franchises qui commenceront à ouvrir leur bouche, eh ben ça n'avancera pas. Et on continuera à avoir ces débats-là où tout le monde est en train de geindre sur ah oui, on favorise les Chiefs, gna 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 gna, mais personne fait rien pour que ça bouge. Donc à un moment, faut arrêter de se plaindre et se taire si on n'est pas content. Voilà. Bon, c'est dit. après, il faut quand même aussi parler, moi, des autres choses. La complétion de la passe, elle est quand même assez particulière puisqu'on voit clairement le ballon toucher le sol. Ce qui me pose plus problème, moi, c'est sur la 4e de Dalton Kincaid où il y a un flag qui est lancé, je sais pas d'où, Et j'allais qui venir. apparaît sur l'écran et qui n'a jamais été appelé. On ne sait pas. Alors, on rappelle la règle, les arbitres ont le droit de reprendre leur flag. Ils ont le droit d'avoir pensé, vu un truc, ils lancent le flag, ils le reprennent. Mais, comme tu l'as très bien précisé, Vince, il faut l'annoncer. Voilà, même si le flag est tombé en courant, ça arrive, il faut dire il n'y a pas de flag sur l'action, c'est juste l'arbitre qui a fait tomber son flag malencontreusement. Point. Voilà. Et là, il y a eu un flag annoncé par la réalisation américaine. Apparemment, les commentateurs américains ont dit qu'il y avait un flag sur le terrain, mais il n'y a jamais eu d'annonce. Donc on ne sait pas ce que c'est. Il a disparu, ce flag-là. Alors tout de suite, il y a eu cet engrenage en disant c'est si Dalton Kincaid avait validé la réception, les Chiefs auraient eu un flag pour eux. On n'en sait rien parce qu'on ne sait même pas d'où il est parti, ce flag. On ne sait même pas ce que c'était. Parce que ça se trouve, c'était pas du tout ça. C'était peut-être contre les Bills. Personne ne sait rien. Mais en tout cas, il a disparu, ce flag. Ouais. En tout cas, nous, à TPO, on a un flav. Et t'as vu, il est énervé. Non, sérieusement, ça commence à me saouler un peu cette histoire d'arbitrage et des Chiefs. Donc, voilà. Alors, il faut quand même se dire que c'est quand même plutôt marrant de pouvoir chambrer Jean et Raph. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux après, dire, quand tu vois la centaine de posts sur les réseaux sociaux, à la moindre petite... Enfin, je veux dire, les placements du ballon, ce serait Seattle contre Washington ou Nouvelle-Orléans contre New York en pleine saison régulière, personne n'aurait rien dit. Tu vois. Mais personne ne regarde la Nouvelle-Orléans contre New York, que ce soit les Jets ou les Giants. Donc personne ne va râler là-dessus. Le placement de la balle, il va déterminer quoi? Il va juste déterminer lequel des deux va finir 3-14. Non, les gars, c'est voilà. Et si vous vous rappelez bien, ça a commencé dès le premier match de la saison. Rappelez-vous de l'orteil d'Isaiah Likely des Ravens où on se demandait mais est-ce qu'il aurait fallu valider le touchdown? Mais non, il est dehors, banane. T'es dehors. Eh ben tu fermes ta bouche et t'es dehors, c'est tout. C'est tout. T'as qu'à avoir des pieds moins longs, t'as qu'à te les couper tes orteils, ça ira plus vite. Oh là là. À un moment, calme-toi, Flav, calme-toi, tu t'énerves, c'est pas bon pour toi quand tu t'énerves comme ça. Tu veux que je te rappelle le DPI de Bradbury sur Juju Smith-Schuster? Alors que toi, tu me parles encore du DPI qui a pas été flagué. La DPI des Rams contre les Saints, elle a fait bouger la règle de la NFL. Tout le monde a reconnu que c'est unanime, même les arbitres l'ont dit, qu'il devait y avoir passe interférence. Voilà, ils se sont trompés, ça arrive. On va pas en parler 50 ans. Enfin, si on peut, mais voilà. On aurait dû aller au Super Bowl. Bon, c'est pas grave. Voilà, si c'est grave, mais ça reste la Nouvelle-Orléans. Bon, voilà, ils sont nuls. Toujours est-il que voilà, et c'est quelque chose qui a fait bouger la règle. Moi, je suis pour. S'il y a une erreur, et c'est même pas prouvé qu'il y a une erreur d'arbitrage, parce qu'elle me trouver un angle de caméra qui prouve que Josh Allen y est passé. Mais s'il y a eu une erreur d'arbitrage, eh ben servons-nous-en pour faire évoluer la règle de ce fait. Voilà. C'est à ça que ça sert les erreurs d'arbitrage aussi. Voilà. Bref, c'était la fin pas de faire râler. Voilà, ça me fait râler. Bougonner. Tout à fait. Je bougonne et j'ai le droit de bougonner parce que c'est mon émission, je fais ce que je veux. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, on rappelle les résultats. Donc, les Eagles qui battent les Commanders 55-23, les Chiefs qui battent les Bills. Je sais même pas si on a donné le score. 32-29 pour les Chiefs de Kansas City. Ce sera donc une finale comme pour la saison 2022.
C'était le Super Bowl 57 entre les Eagles et les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs l'avaient emporté. Ils étaient favoris d'1,5 point chez les bookmakers en 2020, pour la saison 2022. Ils sont favoris d'1,5 point pour le Super Bowl 59 à la Nouvelle-Orléans. Signe ou coïncidence, vous y verrez ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Nous, on va se retrouver pour le prochain podcast. Ce sera au milieu de semaine. On reviendra sur nos prédictions de début de saison. Ça va être délicieux. Vous verrez qu'on a été on a encore été brillants, excellentissime, notamment sur le chat Vikings, sur le chat Broncos. Bref, était vraiment vraiment brillant. Et ensuite, nous reviendrons la semaine prochaine pour la preview du Super Bowl, bien évidemment, qui sera faite juste avant le week-end où vous pourrez suivre ce Super Bowl. Je rappelle également qu'il y aura un podcast pour la D1 Elite qui sortira mercredi matin. Et il y a un podcast en NBA, mon cher Yaya. Veux-tu donner le thème ? Ah, c'est sur le All-Star Game. D'accord. On parle du All-Star Game. Oh, parce que ça a été une chouette discussion avec Chris, puisqu'on n'était que tous les deux. Donc, d'ailleurs, Chris, qui est fidèle auditeur maintenant de Tailgate et qui apprécie beaucoup ce qu'on fait. Voilà, Chris Kringle, comme chacun le sait. C'est là-dessus, c'est sur cette... Oui, Chris Kringle, le Père Noël, tout ça. Bon, bref, laisse tomber. Non, je connaissais Chris Prolls, mais pas lui. Oui, bon, c'est pas grave. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc tout au long de la semaine sur The Playoff pour les articles, sur The Playoff aussi pour les podcasts. Merci Vince, merci Yaya, merci mon Seb d'avoir été là. Et on se dit à très vite. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao, bye.